cette déférence et son excellence, Monseigneur, ici parmi nous, dont la présence à chaque fois nous revigore, malgré le poids de l'âge. Monseigneur s'intéresse toujours à ces questions intellectuelles. C'est la preuve que la jeunesse n'est pas dans l'âge, mais c'est dans la tête. Merci, Excellence, Monseigneur, d'être avec nous. Je voudrais saluer avec respect tous les professeurs, tous les enseignants qui sont ici, et tous mes aînés ici présents. Il serait peut-être superfétatoire de dire que je salue avec beaucoup de respect le secrétaire général du gouvernement ici présent. Vous comprendrez que je sois obligé de le saluer avec respect si je tiens à sauvegarder mon poste. Merci infiniment. Je voudrais dire que dans tous les cas, je n'ai pas été mandaté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, pour venir parler ici ce soir. Donc je souhaite que ce ne soit pas le secrétaire général adjoint du ministère qui parle ici, mais que ce soit plutôt le juriste et le membre d'un parti politique engagé et le membre d'un parti politique de la mouvance. En cette occurrence, c'est l'Union progressiste Le Renouveau. Je suis membre de l'Union progressiste Le Renouveau et je voudrais plutôt revendiquer cette couleur-là ici ce soir, non pas la couleur du ministère de la Justice. Sinon, je risque de me retrouver très vite en délicatesse avec la loi et mon obligation de réserve. Je voudrais dire, monsieur le journaliste, que l'allure que prend ce débat ne me semble pas être opportun. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'il y a un débat, nous avons toujours dans l'assistance des gens qui viennent pour découvrir. Et ce débat est enregistré certainement, et des gens qui ne sont pas là ce soir verront. J'ai comme l'impression que lorsque nous sautons à pieds joints dans les histoires de participer ou pas aux élections, je pense que le contexte n'est pas bien précisé. C'est pour ça que... Vous pouvez déjà préciser le contexte? Oui, je souhaite que vous donniez à chaque panéliste ne serait-ce que quelques minutes pour donner son opinion générale sur la question avant que vous vous mettiez à poser des questions. Sinon après, ça risque d'aller dans tous les sens et ceux qui nous écoutent ne pourront pas garder quelque chose de précis. On n'est pas là pour causer vraiment à bâton rompu. Je pense que l'IAJP a également pour devoir d'enseigner et de permettre aux gens de comprendre les choses de fond en comble. L'ORTB n'a pas cette mission forcément. À l'ORTB, quand on s'assied, le journaliste pose les questions qu'il veut. D'accord. Mais ici, nous sommes dans un institut qui doit former l'homme et tout l'homme. Je souhaite que vous nous donniez le temps de planter le décor. Juste là, vous n'avez pas encore planté le décor. Merci infiniment. Alors, enfin, merci. Je voudrais dire, pour commencer, que les élections, évidemment, sont source de beaucoup de conflits. Et dans tous les pays du monde, je voudrais remarquer que mon frère et ami Nouroudine vient d'évoquer des exemples qui sont plutôt marquants. La plus vieille démocratie du monde a fait des élections et on a vu des violences, on a vu des crises. Donc ce n'est pas l'apanage de nos pays, c'est lié à l'expression pluraliste du choix du peuple. Et lorsque cette expression pluraliste est exprimée dans les conditions légales, on n'a pas de problème. Alors, la doctrine a retrouvé deux facteurs principaux qui engendrent les conflits pendant les périodes électorales. La doctrine a identifié globalement deux facteurs. Le premier facteur, c'est que les acteurs rejettent le cadre des élections. Parce que les élections se déroulent dans un cadre. Donc, lorsque les acteurs rejettent ce cadre, ça pourrait donner lieu à des crises. Deuxième facteur, c'est lorsque les acteurs rejettent les résultats des élections. C'est-à-dire qu'au départ, les acteurs acceptent le cadre, mais lorsqu'on délivre les résultats, les acteurs contestent. Ça peut donner lieu à des crises et à des violences. Alors, dans ce contexte,
il était important pour nous de rappeler le cadre juridique dans lequel se déroulent les élections dans notre pays. Et si vous permettez, je vais aller plus loin. Je vais, de mon point de vue, identifier le processus électoral tel qu'il est mené, parce que je suis sensible à celui qui est à ma droite, Amnesty International, parce que très vite, c'est des rapports qui vont à l'international. Donc, vous avez encore des minutes. oui, en 2 minutes, on ne pourra pas préciser ça, mais je vais y aller. Alors, le cadre juridique des réformes politiques dans notre pays, il va falloir qu'on reprécise ces choses-là pour que le débat soit clair, qu'on sache d'où on part. Parce que tel a participé, tel n'a pas participé, on ne va pas s'en sortir. Nous sommes dans le contexte béninois où nous avons eu à faire des réformes politiques. Mais pourquoi des réformes politiques? Pourquoi? Je voudrais rappeler à l'attention de nous tous ici présents qu'à la conférence des forces vives de la nation en 1990, le peuple béninois tout entier a opté pour un multipartisme intégral. Dans cette fièvre de la conférence nationale, nous avons vu la multiplication de plusieurs partis politiques. Mais la conférence nationale n'a pas eu la présence d'esprit d'indiquer le mode de financement des partis politiques. En tout cas, la conférence n'a pas identifié le financement public des partis politiques. Alors, quelle est la conséquence qui en a découlé? C'est que très vite, nous avons vu la multiplicité de partis politiques dans notre pays. On avait atteint la vitesse croisière de 200 et quelques partis politiques, avec à la clé ce que le professeur, le nom va me revenir, il va me tuer pour ça, mais ce que le professeur appelait la plutocratie dans notre pays. La plutocratie, c'est quoi? C'est les hommes riches, les hommes d'affaires, qui prennent leur argent, qui créent leur parti politique et qui utilisent le parti politique pour faire du business. Nous avons tous décrié cet état de choses dans notre pays. Nous tous. Mieux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet émiettement des forces politiques ne nous a pas conféré un développement clair. On n'a pas vu le développement, le décollement économique de notre pays. Évidemment, l'autre conséquence, c'est que tous les chefs d'État que nous avons eus depuis 1990 se sont plaints de cette situation. Le premier, c'est le président Soglo. C'est le président Soglo qui ne comprenait pas qu'autour de lui, les hommes politiques ne puissent pas parler le même langage que lui. Alors, quand il a essayé de foncer et de nous faire développer malgré nous, on l'a censuré aussitôt. On lui a refusé le second mandat. Ça a été net. Et tous les hommes politiques étaient unanimes pour que le président Soglo ne revienne pas. Le président Kérékou, évidemment, tout le monde se rappelle cette phrase du président Kérékou, les intellectuels tarés. Pourquoi le président Kérékou en est arrivé à dire qu'on avait des intellectuels tarés? C'est parce qu'il ne trouvait pas la cohésion qu'il fallait pour impulser le développement dont il avait envie dans notre pays. Donc, il se désespérait de cette situation. Le président Yahya Boni, rappelez-vous, a parlé de la dictature du développement à un moment donné. Monsieur Kolo, vous allez nous aider à mieux maîtriser le président Yahya Boni, à un moment donné, a parlé de la dictature du développement. Parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que les hommes politiques l'empêchaient d'avancer. Et donc il dit qu'il faut faire la dictature du développement. Ce contexte que nous déplorions tous, ce contexte dont nous ne nous accommodions pas vraiment, c'est ce contexte qui a donné lieu aux réformes politiques que notre pays a connues à partir de 2016. Et ces réformes politiques avaient pour but, ou ont toujours pour but, de régler cette situation pour que la plutocratie disparaisse de nos pratiques, pour que l'émiettement des voix, pour que le chantage que les chefs politiques faisaient à tous les gouvernements, parce que le monsieur qui a l'argent réussissait à se faire élire dans une circonscription isolée, et avec cette élection, il passait le temps à faire du chantage au gouvernement tout entier. Ça empêchait de travailler, ça nous faisait tourner en rond. Voilà la situation. Et je voudrais, monsieur le journaliste, que vous me donniez acte
de cette situation avant qu'on continue le débat. Parce que si on ne se rappelle pas d'où on vient, on va dire n'importe quoi. Est-ce que ce que j'ai décrit comme situation précédente, est-ce que c'est vrai ou pas? Je voudrais qu'on m'en donne acte avant que ce débat se poursuive. Parce que si on ne m'en donne pas acte, ça veut dire que chacun de nous a une vision diversifiée et donc nous ne pouvons pas dialoguer. Parce que quand vous n'avez pas la même compréhension, vous ne pouvez pas échanger. Merci. Docteur Cordeau, malheureusement, le débat ne se fait pas en voix. Et l'autre chose aussi, c'est que... Je voudrais, avec tout le respect que je dois au père Eric, dire que je suis complètement mal à l'aise dans ce débat. En fait, c'est un débat décousu. Et nous faisons du coq à l'âne. Je demande pardon à tous mes formateurs qui sont ici, le professeur Biobigou est dans la salle, qui m'ont enseigné la méthodologie, ne m'ont pas appris à passer du coq à l'âne. Si on ne suit pas une trame, moi je pense que c'est le profil du modérateur qu'il faut revoir. Tant que vous allez inviter des journalistes, ils vont vous faire du saupoudrage. Et pour moi, il n'y a aucun intérêt à faire du saupoudrage dans un débat aussi sérieux que celui-ci. Normalement, on devrait dire ce qui doit être. Ensuite, on va voir ce qui s'est passé et enfin, on va en tirer les conséquences. Mais quand on parle du saupoudrage, quand on parle de société civile qui existait et qui n'existe plus, quel est le référentiel? On part d'où pour dire ça? Et quand on parle de violence, on part d'où pour dire ça? Moi, je suis complètement mal à l'aise. Et Père Eric, avec tout le respect que je vous dois, si le débat va continuer comme du coq à l'âne, vous allez permettre que je me retire. Parce que je ne peux pas associer ma formation universitaire à un débat de ce type. Merci. Monsieur Cordeau, nous sommes là pour parler de prévention de crise post-électorale. Laissez-moi parler de la prévention alors. Laissez-moi parler de la prévention. Parce que la prévention des crises post-électorales, je vais vous le dire. Monsieur Cordeau, je veux un débat élaboré. Moi, je ne veux pas perdre mon temps ici. Je suis enseignant, j'ai des étudiants à qui j'enseigne une méthodologie. Quand ils vont suivre ce débat, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Comment on saute de coq à l'âne? Qu'est-ce qui devrait être? Qu'est-ce qu'on appelle une crise électorale? Crise post-électorale. Qu'est-ce qui engendre la crise? D'où vient la crise? Et qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Et nous allons tous tirer les conséquences. Voilà. Monsieur Cordeau. Oui, je vous écoute. Le thème, c'est prévention des crises en contexte post. Donc, laissez-moi en parler, s'il vous plaît. Responsabilité des hommes. Je peux en parler? Je peux en parler? Parce que j'ai des gens dans la salle qui sont venus parce que je suis panéliste. Ils ne vont pas me reconnaître si je donne dans ce débat de coq à l'âne. Ils veulent un débat élaboré pour qu'on puisse éduquer le peuple béninois. On ne vient pas s'asseoir ici pour dire oui, ça est, l'Union progressiste, le renouveau est le meilleur parti politique. Vous voulez que je me mette à dire ça? Quand même. Arrêtez là. Monsieur Cordeau. Oui. Le thème du débat, c'est prévention des crises en contexte. Donc, permettez-moi d'en parler. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux y aller? Oui. Merci. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. La démocratie a... Merci. Alors je vais parler. Merci. Monsieur le modérateur, l'Assemblée m'autorise à parler des crises post-électorales. C'est bien cela? Oui. Merci infiniment. Les crises post-électorales, la prévention des crises post-électorales se trouve dans plusieurs structurations. Et cela se trouve dans ce qu'on a appelé le cycle électoral en entier. Le cycle électoral, par des tests qui régissent l'élection, va avec les acteurs de l'élection, va au niveau de l'organisateur de l'élection, va au niveau du scrutin proprement dit, lorsque on laisse le citoyen voter proprement. Ensuite, ça va jusqu'aux contestations post-électorales qui se font dans les règles de l'art, le contentieux électoral. Donc, je propose que nous reprenions chaque segment du cycle électoral pour voir comment nous pouvons prévenir les conflits, comment nous pouvons faire en sorte que nous n'ayons pas de conflits.
Moi, je pense que dans ce sens, l'IAJP aura contribué à édifier le peuple béninois. Mais si l'IAJP veut qu'on sorte des propos éjaculatoires, moi, je pense que ça ne servira à rien. Alors, un cycle électoral part du contexte juridique, des tests. Les tests qui organisent l'élection. Parce que, mon ami Nouroudine en a parlé tout à l'heure. Mais quels sont les tests qui organisent les élections? Je voudrais qu'on s'entende sur ces choses-là. Parce que il ne faut pas qu'on débatte pour débattre. Le peuple béninois, fatigué de la situation que je vous ai décrite tout à l'heure, j'ai oublié pour le président Soglo, parce que il est dignement représenté ici, vous vous souviendrez, et on lui a dit « pavé ou Minagua ». Pavé ou Minagua. Et pourtant, le monsieur faisait un travail de développement formidable. C'est vous dire comment, lorsque les acteurs politiques ne veulent pas, ils trouvent des subterfuges pour vous évincer. Quel est le cadre? Dès que le président Talon est venu en 2016, il dit toute cette situation que nous avons toujours décriée, nous tous, changeons-la. Mais qui est-ce qui a pu l'aider à changer cette situation? C'est l'Assemblée qui était en place. L'Assemblée qui était en place, on se rappelle tous, ce n'est pas le président de la République qui vote les lois dans notre pays. Ce n'est pas le président de la République qui vote les lois. C'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Et ces lois-là deviennent opposables même au président de la République. Donc, le président Talon s'est dit, il fallait que nous changions les choses. À qui il a demandé ça? Oh, à l'Assemblée nationale. Dirigée par le président Adrien Roumbédi. Assemblée nationale dont était vice-président M. Eric Roundete, qui est du parti Les Démocrates. Il était vice-président de l'Assemblée. Et donc c'est cette Assemblée qui a changé la constitution de notre pays. C'est cette Assemblée, dans le changement de la constitution, on a essayé de créer le duo présidentiel, on a essayé de faire le regroupement des élections, parce que faire des élections chaque année, ça nous coûtait trop cher. Pour votre information, les élections de 8 janvier 2023 ont coûté à la caisse, au budget national, 10 milliards de nos francs. 10 milliards. Les élections du 8 janvier 2023 ont coûté 10 milliards. Financées exclusivement par le budget national. Aucun partenaire n'a mis un franc dedans. C'est ça aussi une preuve de souveraineté. Et j'y arriverai. Parce qu'avant, lorsqu'on voulait faire des élections, on allait s'agenouiller devant les partenaires techniques et financiers qui contribuaient à notre budget d'élection. Notre Assemblée a voulu sortir de tout ça. Réforme dans la Constitution. Ensuite, nous avons eu la charte des partis politiques en 2018. Dans cette charte des partis politiques, on a réorganisé la naissance et le fonctionnement des partis politiques. Je vais très vite parce que mes autres collègues vont parler. Ensuite, nous avons eu la loi portant sur le financement public des partis politiques en République du Bénin. Ah, ce financement public, nous l'attendions depuis. Si c'est le Goudja du quartier qui est riche et qui est l'homme politique prospère, ça nous pose un problème éthique. Comment nous faisons pour sortir de là? Parce que vous et moi, nous avons été mal à l'aise parfois de voir certains députés nous représenter parce que nous avons tellement de choses à leur reprocher. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont l'argent et ils nous en imposaient. Comment on sort de là? On met l'argent public dans le financement des partis politiques. On a voté cette loi-là pour que le budget national finance le fonctionnement des partis politiques. Ça va faire à terme que les barons qui étaient là et qui en imposaient à tous vont commencer à disparaître progressivement. Après, nous avons eu quelle loi? La loi portant statut de l'opposition en République du Bénin. Cette loi n'avait jamais été votée. Nous avons voté cette loi. Nous avons donné un statut à l'opposition avec à la clé un chef de file de l'opposition dont les attributions sont semblables aux attributions d'un ministre du gouvernement. Et le test le plus fondamental qui régit nos élections, c'est le code électoral. Le code électoral qui, bien entendu, a été
complété et modifié par une loi interprétative plus tard, mais c'est ce code électoral qui décrit le processus électoral. Qui va participer aux élections? Comment on va déposer les listes? Comment on va sélectionner les listes? Comment on va proclamer les résultats? Et qui sont ceux qui sont responsables de la proclamation des résultats à divers niveaux? Ce sont ces tests qui forment désormais le corpus qui encadre les élections dans notre pays. Maintenant, je suis d'accord qu'on peut rejeter ces tests. Mais à partir du moment où c'est des tests qui ont été votés par la représentation nationale, est-ce qu'un enfant discipliné devrait se mettre à rejeter ce que la représentation nationale a fait? Ou bien l'enfant discipliné se met en conformité et à la fin va changer les tests là où on devrait les changer? Si nous n'avons pas fait ça, et que nous restons dans la rue, et que nous crions qu'on nous a empêchés d'aller, parce que je vais finir, les réformes ont donné ce qu'on appelait le certificat de conformité en 2019. Le certificat de conformité, le fameux certificat de conformité. Pourquoi? Simplement parce que, en droit, les juristes observent toujours un écart entre le moment où la loi a été adoptée et les modalités de sa mise en œuvre. Lorsque le code électoral et la charte des partis avaient été adoptés, il y avait des partis qui existaient. Et on est arrivé au niveau des élections. Est-ce qu'on allait partir aux élections de façon hybride? Des partis qui respectaient la loi et des partis qui ne respectaient pas. D'où la nécessité pour les sages de la Cour d'identifier ce qu'on appelle le certificat de conformité, demandant à tous les partis politiques de se mettre en règle avant d'aller aux élections. C'est dans cette condition que mes amis ou les amis de mon frère et amis n'ont pas participé aux élections. Ils ont délibérément choisi de ne pas aller aux élections. Parce que, j'en aurais fini, pour laisser la parole au modérateur, puisqu'on l'a conservé, j'en aurais fini en disant que je me rends compte qu'en 2023, les mêmes qui ont rejeté les tests de 2019 se sont conformés aux tests de 2019 en 2023 pour aller aux élections. Je voudrais que acte me soit donné que ce sont les mêmes qui ont rejeté les tests en 2019, mais qui aujourd'hui se sont mis en règle vis-à-vis de ces mêmes tests qu'ils avaient rejetés pour aller aux élections. Je pense que si nous évoquons ces choses-là de façon claire, le débat sera intéressant. Je vous remercie. La cause des crises électorales, c'est l'interprétation des lois et c'est la course à l'enrichissement. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la conclusion que j'ai tirée de ce que les autres ont dit. Je me désolidarise de ces conclusions-là. Mais de façon violente, parce que je vais vous dire, en tant que juriste, mes cheveux sont hérissés lorsqu'on me dit que l'interprétation des tests est source de crise. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit l'application. Dans tout pays au monde, il y a des institutions qui sont chargées de l'interprétation des tests. Parce que tout juriste sait qu'un test peut ne pas être accessible tout de suite. Donc on en confie l'interprétation à un groupe qui est bien désigné. Et lorsque ce groupe a interprété, en tant que citoyen bien éduqué, on se range. Quand on est un citoyen bien éduqué, on se range. Maintenant le groupe là, sa composition, ce n'est pas le plus important. Il faut se battre pour se retrouver dans ce groupe-là plus tard. C'est ça le jeu démocratique. Le jeu démocratique ne consiste pas à se braquer parce que j'ai ma grande sœur Evelyne qui se retrouve dans une institution et qui décide, l'institution décide, je refuse et je dis que c'est source de crise. L'interprétation des lois ne peut pas être source de crise. Ensuite, la course à l'enrichissement que mon voisin, la course au pouvoir, il n'y a pas de course au pouvoir ici. Il n'y a pas de course au pouvoir. Ces conceptions sont des conceptions importées. Je n'ai pas le sentiment que le président Éric Moundete fasse une course au pouvoir. Le président, pour moi, le président Éric Moundete fait une bataille sur le principe, sur des normes. Ce n'est pas une course au pouvoir en tant que telle.
Et donc, quand on voit, quand on regarde les choses sous cet angle-là, ça biaise le débat complètement. Alors, la société civile dit qu'il faut faire des formations. D'accord? Qu'il faut faire des formations. La société civile ne va pas au bout de son idée. La société civile voulait dire qu'il faut qu'on éduque le peuple béninois. Qu'on éduque nos enfants. Qu'on apprenne à nos enfants à avoir le respect des lois, le respect des règles. Si nous ne faisons pas ça, nous allons inventer des crises qui n'existent pas et qui n'existeront que dans nos têtes. Alors, je donne acte à mon frère Nouroudine qui parle de répression. Répression de la pagaille. Répression de la pagaille, répression du désordre. Moi, je pense qu'un État bien constitué ne laisse pas des chasseurs rentrer dans la rue pour barrer la voie. On réprime cela. Et on réprime ça de la plus forte manière. C'est ça un État. Parce que les chasseurs n'ont pas pour mission de venir barrer la voie aux paisibles citoyens. C'est ça le désordre qui a été réprimé. Et vous voulez dire que ça là, c'est un problème post-électoral? Le chasseur qui, au lieu de se retrouver dans la forêt, se met au milieu de la voie. C'est là où il doit être. On le chasse, on le mate. Où est le problème? Maintenant on dit que ça fait crise. C'est normal ce que vous dites là. Je voulais vous dire. Non, arrêtez, je vais vous dire. Évitez de chercher à peindre tout ce qui se passe dans notre pays en noir. Il n'y a pas que du noir dans notre pays. Ce pays est en mouvement. Mais quand vous vous rassemblez pour peindre tout en noir, c'est dommage quoi. C'est dommage. Merci monsieur Kodio. Comme vous le savez, je suis venu vous présenter la Fondation Malheureux. Il fait partie de la société civile. On n'a jamais été invité. Si ils sont invités, ce n'est pas là le problème. Si moi j'ai décidé de ne plus aller à l'Assemblée, c'est à cause de ces débats. Des débats passionnants. Parce que nous n'avons pas besoin de crier pour faire savoir à tout le monde que nous avons raison. C'est en 2011 que j'ai pris la parole, deuxième mandat. J'ai pris la parole devant tous les députés et j'ai dit à M. le Président Nadeau, ça c'est mon dernier mandat. Ce qui se passe à l'Assemblée ici, on dirait que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et le jour-là, Père à son âme, maman a voulu me taper. Il n'y a pas de Dieu ici à l'Assemblée. Ici, c'est pas fait de Dieu ici. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai dit, ça c'est mon dernier mandat. 2 mandats. 2 mandats à la Cour de justice. Je suis un illettré. Je n'ai pas même le CP. Mon niveau de classe est CM1. Et Dieu m'a fait du miracle. J'ai laissé l'Assemblée. Parce que si on crie, on dirait que ça me fait mal. Je vous en prie. Je vous en prie. Allons doucement. Mon Seigneur est témoin. Les gens croient que c'est au temps du président Talon que la fondation Malheureux a commencé à... Non, il est témoin. Les syndicalistes ont voulu déclencher une grève illimitée. Je me suis allé le voir. Papa, sauvez-nous. Et il a invité les syndicalistes en son temps. Je crois bien c'est affaire d'indice. Ça a marché. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous devons faire si nous aimons ce pays. Avec intérêt le débat ou la présentation de chaque communicateur. Et pour ça, je tiens à leur témoigner toute ma gratitude. Ma préoccupation est la suivante. À écouter le docteur Jacques Kodio, qui dit que l'application des lois et la course au pouvoir ne constituent pas des facteurs de crise. Selon lui, j'aimerais vous poser la question, selon lui, qu'est-ce qui peut être facteur de crise alors?
il n'a qu'à nous aider à retenir quelque chose, plus autant de voir le terme de prévention des crises et responsabilité des organisations des politiques. C'est vrai que nous avons suivi avec intérêt nos débats passionnés, tout ça. Mais aidez-moi à retenir quelque chose. Quels sont ces facteurs de crise et qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir pour éviter ça, pour ne pas aller vers cette crise? Parce que comme l'a dit le second communicateur, personne ne souhaite, dans le ici ne souhaite avoir cette crise-là post-électorale. Je vous remercie. Je voudrais poser trois questions précises. La première, à mon ami Saka Salé. Dieu merci que son parti ait été retenu aux précédentes législatives et que nous en sommes aujourd'hui à ce stade. Si d'aventure la Cour constitutionnelle qui a été instée par le président de son parti avait rejeté le recours du parti, qu'est-ce qui se serait passé au Bénin? La terre aurait-elle continué à tourner pacifiquement au Bénin? Première question. Deuxième question, à M. Jacques Richard Kodjo. Le critère rigoureux ou rigoriste de représentativité retenu au sortir des résultats des élections, critère de 10%. Dans l'évolution des choses, ne pourrait-il pas devenir un jour une source de crise ou de conflit par rapport aux frustrations qu'il génère? Et dernière question, toujours à M. Jacques Richard Kodjo, mon ami Jacques Richard Kodjo, qui dit qu'il n'y a pas de course au pouvoir au Bénin, qui quand même est un haut cadre de l'administration, et à qui, si d'aventure le sort lui balisait le terrain pour une accession au pouvoir, n'allait-il pas faire le sprint, la course, pour y accéder? Merci. J'ai l'habitude de dire que notre pays est un vaste champ de haricots où personne ne peut se cacher. Si on veut se cacher là, c'est dans la forêt qu'il faut aller, pas dans un champ de haricots. Voilà pourquoi il faudrait, si on veut que le pays avance, qu'on soit honnête et qu'on dise les choses clairement. Notre première erreur, par erreur, insuffisance. On est passé d'un extrême à l'autre, à savoir d'un parti unique, un parti tout vent, multipartisme intégral. J'ai mené le débat avec notre frère Dessous Robert. J'ai dit, mes collègues, grands frères, oui, la conférence nationale était une très bonne chose et tout ça pour sauver le pays. Mais on a posé un acte, ça va nous rattraper. À savoir le fait de passer d'un extrême à l'autre. C'est une très bonne chose qu'on réduise le nombre de partis politiques et bon, pas qu'on réduise, on dit à tout vent. Elle dit, mais vous voyez les conditions dans lesquelles se trouvent les Béninois en tant que communauté. Près de 77 communautés différentes dans notre pays. Là. Alors donc il fallait qu'on conçoive un nombre de partis, le nombre de partis politiques, qu'on met l'accent sur l'idéologie, sur l'orientation et non sur les questions de religion dessus. Finalement, on en est arrivé à plus de 200 et quelques partis politiques. Alors du coup, tous les comportements déviants qu'on a comme ça, c'est là. On ne crée plus de partis sur la base d'idéologie, d'orientation, de ce qu'on veut pour le pays, mais sur la base de l'ethnie, des groupes, de ceci, de cela. Premier élément. Deuxième élément. Par rapport à cette crise, là, comme on l'a dit, post-électorale. Mais si nous voulons être honnêtes, je l'avais dénoncé une fois. J'ai dit, mais comment, là on va faire des élections, et que c'est à Cotonou, à Porto-Novo qu'on va corriger les données statistiques. C'est là que toutes les déviances arrivent. Nous savons très bien que les résultats du terrain, ce ne sont pas ces résultats-là qui sont arrivés là. Moi, j'ai un certain nombre de choses. Si on veut réellement limiter, prévenir les crises, à peu près très simple. La réalité, c'est là où se trouve
toutes les corrections à faire, c'est là où se trouve l'urne. Et non à Porto-Novo, à Cotonou. Tant qu'on ne sera pas à ce niveau-là, pourquoi les gens vont constituer un certain nombre de choses. On conçoit, on fait des substitutions d'urne ou de ceci ou de cela, au bord des champs, dans les transports. C'est là où tout se crée. Pourquoi, en toute sincérité, pour les élections, une opération aussi importante pour l'avenir du pays, en quelques jours, on dit que les données statistiques ne sont pas disponibles. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Et ce n'est pas normal. Alors, si on veut prévenir les crises, réellement, réglons les problèmes là où se trouve l'une. Et quand l'une quitte là, il n'y a plus autre chose à faire. On ne transmet que les données statistiques. On ne fait que la synthèse. Alors, on connaît beaucoup de choses par rapport à cette question-là. Et c'est pour cela que je dis, notre pays là, il est petit, comme le dit Kérigou, mais lourd plus que caillou. Alors, c'est sur cette base, il dit, pour les jeunes qui évoluent, qui veulent faire la politique, la première des choses à faire, c'est de commencer par connaître le pays là. En tout cas, moi personnellement, avant de m'aventurer en politique, je me suis mis dans la tête. Tant que je n'ai pas un minimum de niveau intellectuel, je ne vais pas m'intéresser à la politique. C'est quand j'ai fini avec mon doctorat que je me suis intéressé à la politique. Et pas la manière dont on le fait là, qui est ceci, qui est cela. Vous voyez par exemple, pour le financement des partis politiques, c'est une très bonne chose. L'idée est bonne, mais l'application est mauvaise. Le financement des partis politiques, on met l'argent, je dis bien on met l'argent comme facteur important. Quand on prend le revenu moyen du Béninois par rapport au montant qu'il faut payer pour, comment on appelle les candidatures, combien de Béninois ont ces moyens-là? Est-ce que c'est les Mayans, je dirais l'habitude de le dire, est-ce que ce sont des Mayans qui peuvent réellement avoir tout ce qu'il y a comme moralité, comme attitude pour diriger ce pays-là? Si on met l'accent sur l'argent, tout est foutu. Donc voilà pourquoi il faudrait qu'on réellement, pour l'avenir de notre pays, qu'on revoie cela, qu'on revoie les critères. Je dis bien les critères, pas que ce soit seulement sur d'argent, 1 million et quelques sur eux. Regardez le niveau, quel est l'autre niveau moyen de vie au niveau du pays. C'est de ça qu'il est question. Autre élément, par rapport toujours à notre pays. Et c'est une très bonne chose que cette organisation, cette rencontre-là puisse s'organiser régulièrement pour l'avenir de notre pays. Alors, je souhaite que sincèrement, par rapport au financement des partis politiques, moi personnellement, j'avais souhaité, j'ai dit, mais pour notre pays, tout au plus c'est un parti politique. Mais ça pouvait aller. Mais on a pris une loi pour dire désormais, voici la date sur laquelle on peut créer un parti politique. Une fois que les textes ont été pris et les partis politiques ont été créés en bonne et due forme, sur la base de quoi certains ont eu droit au financement et pas d'autres. Mais ce n'est pas normal que ceux qui ont les moyens, c'est comme si dans la même famille, le père de famille, il est à la base de la division de ses enfants. Ils ont travaillé dans le même champ. Ils ont mis le sorgho et tout ça dans le même grenier. Et quand il s'agit de construire, maintenant, ils disent non, vous n'avez pas droit à ça là. Donc, la logique, c'est quoi? Une fois que le financement, c'est pour le financement du parti politique. Et ces partis politiques ont été, j'ai dit bien, ont été créés sur la base des mêmes textes, doivent avoir donc les mêmes avantages. Et pour moi, ma petite réflexion, est qu'il y ait d'abord un niveau égalitaire pour tous les partis politiques. La différence viendrait des résultats que ces partis politiques vont ramener après les élections. Aussi simple que ça. Oui, je vous en prie. Et la phase contributive se déroule comme suit. Le Bénin, en 1990, a étonné le monde en inventant en Afrique le concept de la conférence nationale. Notre doyen, le docteur Kodjo, a dit tout à l'heure qu'un mot était utilisé de trop. Le mot intégral, parti politique intégral. Mais ce mot qui était de trop, multipartisme intégral. Je vous remercie. Ce mot qui était de trop est à la base de nos problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, le Bénin réinvente une autre forme de gouvernance en réduisant le nombre de partis politiques. Mais ça doit passer forcément par des tests. Et je voudrais demander
à M. Saka Saleh. Est-ce qu'au Bénin, même s'il n'y a pas eu de crise post-électorale, est-ce qu'il y en a eu d'électorale? Est-ce qu'il y a eu au Bénin une crise électorale? Parce que les crises électorales découlent autant bien de tout le processus électoral, des dysfonctionnements du processus électoral, qu'une crise post-électorale. En fait, ce n'est que le résultat de tout ce qui s'est passé avant les élections. Merci, monsieur. Ma deuxième préoccupation va à M. Kodjo. Vous avez encore une minute. Et nous avons assisté ce soir à un débat qui, moi, ne m'a pas trop plu. Il y a un mois, on était ici, c'était extraordinaire. Et je voudrais demander à M. Kodjo si il peut nous restituer un peu plus sur la responsabilité des OSC et des politiques par rapport à cette question. Parce que j'avoue que je ne me suis pas du tout retrouvé. Je vous remercie. Bon, voilà, je salue toute l'assistance et je suis très heureux d'être là pour écouter les uns et les autres. C'est bien qu'il y ait des débats de ce genre pour que chacun se vide et que nous ne gardions pas dans un coin de notre être quelques rancunes, quelques rancœurs. Je crois que c'est bon ce que nous faisons. Sauf que pour les professeurs, je m'en vais leur dire que ici, nous ne sommes pas devant nos élèves, nous sommes devant des gens aussi responsables que nous. Alors, essayons de modeler le ton, etc., tout ça, pour que les choses soient acceptables. Tout ce qu'on a dit est acceptable, mais par le moment, moi je me suis demandé, mais si ce n'est pas difficile de tout avaler, pourtant c'est bien ce qu'on a dit. Ma question c'est, l'Amnesty International s'est beaucoup félicité parce que investi dans la formation de la société. Hein? Bon, il n'y a pas que vous, hein. Il y a aussi nous, en tant que groupe de prière. Je défends ici mon groupe de prière. Quand il y a les élections, ben, on nous prend la main pour que nous nous organisions et que nous ayons de l'impact religieux, spirituel sur les instances qui sont les nôtres. Alors la prière aide l'action de l'Amnesty International et c'est bon de le dire comme ça pour que nous puissions nous épauler mutuellement. Maintenant, moi je suis un grand ignorant, je ne comprends pas grand chose. Les lois au Bénin, leur interprétation, leur application, pourquoi est-ce que, d'une manière générale, on a des difficultés, ou bien on a un mécontentement, j'allais dire, un mécontentement général contre ces lois. Est-ce que c'est contre les lois? Est-ce que c'est contre leur interprétation? Est-ce que c'est contre leur application? Je voudrais qu'on m'éclaire un peu là-dessus, puisque mécontentement, il y en a. C'est général, on le constate. Alors c'est dû à quoi?
à la loi ou bien aux lois, à leur interprétation, à leur application. Je voudrais avoir un petit éclaircissement de la part des autorités que vous êtes. Merci beaucoup. J'étais pressé de venir à la soirée parce que je sais ce que fait l'AJP. Mais ce soir, la responsabilité des organisations de la société civile et des politiques dans la prévention des crises post-électorales, je ne sais vraiment pas ce que qu'on peut retenir. Et pourtant, moi j'ai lu le cadre de référence de ce soir avant de venir, mais j'ai l'impression que nous ne faisons pas un effort pour faire parfois de sur place. On ressasse toujours les mêmes situations, on échange autour et les mêmes situations reviennent toujours après. Quand nous avons fini une soirée comme celle-ci, comment est-ce que nous pouvons impacter la grande masse pour qu'on n'arrive plus aux crises post-électorales? Je ne sais pas comment on l'a abordé vraiment ce soir. Je pense que quand on va finir par faire la synthèse, on va donner le prix qui mérite à cette soirée et qu'on puisse voir désormais comment nous allons finir entre nous intellectuels. On va finir des soirées comme ça. Comment on va commencer à impacter le grand monde, les masses, tout ce que nous faisons ici, toutes les publications de l'IAJP. Est-ce qu'on se pose la question de savoir en quoi ça impacte notre peuple pour que nous ne soyons pas toujours à reprendre les mêmes situations? Nous comprenons à Cotonou, centre-ville ici, peut-être à Boumé-Grambi, à Cotonou, par rapport. Mais quand il s'agit de drainer toute la masse de ceux qui votent là, qu'est-ce qu'ils comprennent de tout ce que nous faisons? Je voudrais souhaiter qu'il y ait des soirées pour qu'on voit même quel est l'impact, comment est-ce que nous impactons après nos débats, après nos échanges, comment nous impactons le grand monde pour que les solutions que nous avons tenté de donner ce soir, l'éducation là, je sais que la société civile fait un peu, mais nous, du monde politique, qu'est-ce que nous faisons vraiment? Donc pour que la sensibilisation, le plaidoyer, l'éducation dont on a parlé ce soir, que ça ait vraiment un effet, que ça ait vraiment un effet sur la majorité des Béninois qui n'est pas alphabétisée. Je voudrais commencer par féliciter l'Institut pour cet important effort d'investissement pour la construction de l'humain béninois et ce qu'il peut faire pour sa société plus tard. Je voudrais, en observant en fait par rapport aux interventions sur ce qu'elle a, s'il y a eu de crise électorale, non pardon, post-électorale au Bénin, je ne sais pas, il y a le professeur Biobibou ici, peut-être qu'il pourra nous éclairer, mais il y a le sentiment quand même entre 64 et 68, en tout cas il y a eu la situation de 64, il y a eu celle de 68 probablement, mais en revenant même à la période du renouveau, la situation de 91, on envoyait des gens en prison, hein. Des gens qui sont allés en prison à l'issue de la présidentielle de 1991. Il y a eu les événements du 24 mars 1991 à Parakou et post-électoral, sauf si je me trompe, ou courant élection et suite d'élection. Je crois aussi qu'en 1996, dans une certaine propension, il y a eu des situations, les armes ont crépité, il y a eu des tirs sur des bâtiments publics. Je ne veux pas me tromper, c'est des situations liées à l'élection présidentielle de 1996. J'ai vu que la marque de départ était 2001.
Mais il y a eu des événements avant. Donc peut-être, si on ne veut pas dire crise post-électorale, mais quand même, il y a eu un peu d'étincelles sur ces différentes dates. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est même dans la formulation aussi du thème et la recherche des solutions que nous voulons, dans laquelle nous nous engageons. Je voudrais proposer qu'on parle plutôt de prévention de crise politique, de crise électorale, parce que ce n'est pas quand les problèmes vont se poser, parce que quand on est dans le poste, c'est qu'on est en mode sapeur-pompier. Le professeur a dit tantôt qu'il n'a pas su prévenir, ne peut éviter. Entre 2023 et 2026, on va avoir une sorte de période d'accalmie politique, probablement, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'élections sur les années qui arrivent, 24, 25, et c'est en 26. S'il y a des questions qui fâchent, s'il y a des situations à résoudre, on a évoqué ce qui concerne les tests qui organisent la vie politique, qui organisent le processus électoral. Moi, je me souviens que le président de l'Union progressiste Le Renouveau, que je représente ici officiellement, a fait observer des choses liées au code électoral en plein processus. Les gens peut-être ont souri ou se sont même moqués de lui, mais il en parle en tant que quelqu'un qui a travaillé et qui était aussi en train de mettre en œuvre. Il nous faut en amont régler les situations avant de parler de post-électoral. Alors moi je voudrais intervenir par rapport à ce que Nouroudine Saka Saleh a dit, en lien avec sa clarification conceptuelle de ce qu'est la crise post-électorale. Moi je suis socio-anthropologue et pour moi la crise c'est pas ce qui est ouvert, c'est pas ce qui est visible, c'est pas seulement quand on se tape, mais c'est aussi ce qui est là, latent. C'est lorsque par exemple il y a de la violence langagière dans l'atmosphère, quand un acteur politique s'en prend ouvertement des institutions, y compris le président de la République, quand dans les forats, il y a toute une campagne de désobéissance aux lois de la République, quand il y a un déficit de confiance à des institutions républicaines, pour moi, socio-anthropologue, c'est qu'il y a crise. Alors, c'est un point d'attention que vous devez intégrer. J'ai vu finalement qu'il n'y a que des juristes autour de la table. Ça se comprend, ils sont très souvent normatifs. Mais intégrer aussi ces éléments-là, parce que les crises les plus dangereuses sont celles qui sont latentes, celles qui sont invisibles pour des gens qui ne fonctionnent que sur la base de caractères assez normatifs, de choses qu'ils veulent voir, toucher du doigt avant d'agir. Je voudrais dire simplement que, M. Aransou, je ne suis pas responsable des conclusions des débats de ce soir, ce n'est pas moi. C'est évident que c'est le modérateur qui nous a conduit à ça et qui a fait qu'in fine, on ne sait pas quoi retenir. Donc, ce n'est pas moi qui en suis responsable et au débat, vous me donnerez acte, je m'en suis plaint. L'idée c'est quoi? Quand on parle de crise post-électorale, moi je pense qu'il aurait fallu que nous allions étape par étape du processus électoral. Et je réponds en même temps à Mme Dossou. Nous aurions pu aller étape par étape. Le cadre juridique des élections, ça peut être source de crise. Le cadre juridique simplement. Les lois qui régissent les élections peuvent être source de conflit, source de crise. Et aujourd'hui au Bénin, nos lois qui encadrent les élections ont des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on est de la mouvance qu'on dit que toutes les lois sont bonnes. Je suis désolé. Et d'ailleurs, en matière légistique, il n'y a pas de loi parfaite. Tout le monde s'entendra là-dessus. Il n'y a aucune loi parfaite nulle part sur la terre. On va en améliorant les tests. J'étais dans un atelier avec la Sénat où nous avons constaté très banalement que le code électoral a plein d'insuffisances qu'il faut corriger, qu'il faut améliorer. Donc, le cadre juridique peut être source de conflit.
Et donc, quand on veut prévenir, on s'occupe mieux du cadre juridique, par exemple. Ensuite, il y a la planification électorale et la mise en œuvre de l'élection qui peut être chrysogène. On peut avoir, c'est ce que mon ami Nouroudine voulait faire comprendre en disant qu'il y a eu des problèmes tout au long du processus. Je ne lui ai pas accordé ça. Mais en observant de près, le processus n'est pas parfait. Il faut l'améliorer. Il y a des dispositions qui ne marchent pas. Il faut l'améliorer. Est-ce que la Sénat, parce que ça on ne l'a pas fait, parce que ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui organise les élections dans notre pays, c'est la Sénat qui organise. Est-ce que la Sénat met tout le monde au même niveau? Est-ce que la Sénat a les moyens de mettre tout le monde au même niveau? Ça peut être source de crise. Et donc en amont, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on règle ces problèmes. La formation éducative et civique aux élections. La formation éducative et civique ne revient pas seulement aux organisations de la société civile. Ça revient également aux partis politiques, ça revient également à l'État. Quelle est la formation que nous donnons à l'électeur? Quelle est l'information que nous donnons à l'électeur sur l'élection, sur l'acte qu'il va aller poser? Madame Dossou, si on ne s'en occupe pas, ça peut être facteur de crise. Et de crise avant ou après élection. Ensuite, l'inscription des électeurs sur la liste électorale. C'est source de crise. Est-ce que l'inscription s'est faite de la meilleure des manières? Est-ce qu'on a fait la meilleure inscription? Est-ce que notre liste électorale est fiable? À combien de pourcents? Personnellement, je dis que notre liste électorale a des problèmes qu'il faut qu'on règle. C'est évident. Ces choses-là, quand on en arrive là, on se tait. Mais c'est qu'en amont, il faut élaborer d'abord la théorie pour qu'on en arrive là. Et là, on pourra s'entendre. La liste électorale actuelle nous pose de gros soucis. La jonction qui a été faite entre la LEPI et le RAVI nous pose de gros soucis. Il faut régler ça. Ayons le courage de dire les choses. Madame Dossou, ça peut être facteur de crise. Parce que il va voter, il va dans le centre, il ne retrouve pas son nom, il parcourt tout le village, il ne retrouve pas son nom alors que c'est quelqu'un qui vote depuis 90. Ça peut poser problème. Alors que sur la liste, il voit son nom, mais il voit la photo d'un gamin de 3 ans. Et donc on l'empêche de voter parce que la photo ne correspond pas à son image ou à la carte qu'il a apportée. Ça peut être facteur de crise. La campagne électorale, comment est-ce que c'est organisé? Comment est-ce que c'est encadré? Est-ce qu'on donne le même accès à tout le monde? Est-ce qu'on traite tous les partis de la même façon pendant la campagne électorale? Est-ce qu'on protège les responsables de partis de la même façon? Est-ce qu'on ne donne pas 3 gardes à l'un et 1 garde à l'autre? Est-ce que certains ne disent pas des choses impunément? Ça peut être source de crise. Ce sont des éléments sur lesquels le scrutin lui-même, son déroulement, est-ce que les postes de vote ont été ouverts à l'heure? Est-ce que les choses se sont passées normalement? Est-ce que la fiche de compilation a été mise à disposition de tout le monde, comme la loi l'a prévu? Ça peut être source de crise. Est-ce que la proclamation des résultats reflète ce qui a été fait sur le terrain? Ça peut être source de crise. Et il a dit tout à l'heure, lorsqu'on a plein de recours et qu'on n'est pas entendu, ça peut être source de crise. Mais pourquoi on n'est pas entendu? C'est là qu'il y a la question. Parce que si, dans le processus judiciaire, on a besoin que vous apportiez des preuves et que vous n'apportez pas des preuves, ça pose un problème. Nous sommes dans un système judiciaire aujourd'hui qui fonctionne à base de preuves. Si vous n'avez pas de preuves, ça peut nous poser un problème. Voilà les sources, les facteurs de crise. Et chacun, à son niveau, va en tirer les leçons et identifier sa responsabilité pour que les éléments de crise soient minimisés.
le plus possible. Il n'y a pas de situation parfaite. Je vous ai donné l'exemple des États-Unis. Donc, l'objectif, c'est de minimiser au plus haut niveau ces petites frictions pour que nous puissions avancer. Voilà comment nous pouvons le faire. Mais comment est-ce que nous pouvons le faire? Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas en sortant dans la rue que nous pouvons le faire. Et donc, je suis d'accord avec mon frère quand il dit que la manière utilisée peut poser problème. Mais personne ne refuse le débat. Alors, la représentativité de 10%, je voudrais dire quelque chose pour régler toutes ces questions de loi. Les lois, ce sont des options politiques. Les lois, ce sont des options politiques à un moment donné et qui s'imposent à nous. Malheureusement, ce sont des options politiques. Et ces options politiques sont portées par ceux que nous avons nous-mêmes élus à un moment donné. Donc c'est eux qui font les options qui s'imposent à nous. Et Dieu sait que leurs options ne sont pas parfaites. Eux-mêmes le reconnaissent. Ils n'ont pas des options parfaites. Nous sommes dans une tendance améliorative. En permanence, il faut que nous améliorons. C'est ça la question des 10%. La question des 10% n'est pas parfaite. Elle règle peut-être un problème aujourd'hui, mais cette question crée d'autres problèmes. C'est normal. Trouvons le cadre approprié pour régler cette question des 10%. Mais la question des 10% était pour régler un problème donné. Évidemment, mon doyen et ami Sedolo Bagidi, je ne vous cacherai pas que j'y pense en me rasant tous les matins. J'y pense en me rasant tous les matins. Alors, je voudrais dire, si vous permettez, je vais répondre rapidement. Le problème, évidemment, Dr Azizou, c'est évident. C'est la manière dont nous avons débattu qui a fait que nous avons occulté les crises latentes. Elles sont les plus dangereuses. Je vous l'accorde. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Elles sont les plus dangereuses. Quand on se tait et qu'on ne l'exprime pas, on l'exprime d'une autre façon. Et souvent, c'est de la façon illégale. Et ça pose problème. Alors, je voudrais finir, par exemple, en disant que... Oui, parallélisme des formes, Monsieur Odo. Oui, oui, parallélisme des formes. La conférence nationale a fait une option qui a été consacrée par la Constitution de 1990. C'est là que je voulais en arriver. La conférence nationale a fait une option. L'option a été validée par le référendum de 1990, donc la Constitution de 1990. Parallélisme de forme, c'est dans une Constitution qu'on a changé l'option. C'est dans une Constitution. Maintenant, je suis d'accord que l'on puisse contester. Si pour quelqu'un, la Constitution ne passe que par la voie référendaire, libre à la personne. Mais il se fait que notre Constitution de 90 a prévu une autre façon de la modifier. Cette façon a été utilisée. Toutes les forces politiques étaient présentes à l'Assemblée et toutes les forces politiques présentes à l'Assemblée ont voté. Bon. Le problème, je finis. D'accord, merci. Le modérateur me fait remarquer que les communistes n'étaient pas à l'Assemblée. Très bien, merci. Oui, ils n'étaient pas à la conférence non plus. Bon, d'accord. Oui, d'accord. Mais ils ont respecté les lois issues de la conférence. Bon. Le problème, madame, entre opposition et mouvance, application des tests, je vais amplifier ce que mon frère Nouroudine Saka Saleh vient de dire. En réalité, on était en présence de deux camps. Un camp a pris le pouvoir et l'autre camp ne veut pas l'entendre de cette oreille. Point. C'est tout. En fait, on était en présence de deux factions. Une faction a pris le pouvoir et l'autre faction dit jamais. Je vais tout faire pour qu'il ne dirige pas bien. Je vais tout faire pour lui mettre les bâtons dans les roues. Je vais tout faire pour le fatiguer.
Voilà ce qui se passe. Quitte à le déstabiliser, faire tout ce que je peux faire pour l'emmerder. Voilà ce qui se passe. Parce qu'en réalité, lorsque les démocrates qui ont refusé de se mettre en conformité en 2019... Les démocrates n'existaient pas en 2019. D'accord. Lorsque les partis en 2019 a refusé de se mettre en conformité en 2019 et que le même parti se met en conformité en 2023, vous comprenez que ce n'est pas le texte qui était mauvais. Mais c'est parce que les individus voulaient juste faire dos rond et montrer qu'ils sont contre. Et malheureusement, j'ai eu comme l'impression ce soir qu'on a cherché également à montrer que tout est noir, tout est mauvais dans le pays. Je suis désolé et des gens vont me détester pour ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un meilleur Bénin qu'on n'a jamais eu jusqu'aujourd'hui. Je vous remercie. La responsabilité des organisations de la société civile. Je ne voulais pas en parler. Mais vous savez ce que la société civile nous fait aujourd'hui? En une minute. La société civile nous fait des bébés dans le dos. Il y a des responsables d'organisations de la société civile qui pensent qu'ils sont au-dessus du gouvernement parce qu'ils reçoivent des financements de l'extérieur et passent leur temps à peindre le Bénin en noir. Et ne cherchent que la petite bête. Et ils mettent dans leur rapport qu'ils mettent sur la plateforme internationale, ils mettent dans leur rapport, ils vont chercher que ce qui est mauvais. Et ceux-ci, ils parlent surtout du respect des droits de l'homme. Je mets au défi Amnesty International de me sortir un pays au monde où le respect des droits de l'homme est total. Alors, quand nous avons des organisations à l'intérieur desquelles nous avons nos propres frères, nos propres parents, qui passent leur temps à montrer comme étant la norme les exceptions que nous avons, s'il vous plaît, je travaille au ministère de la Justice. À une époque donnée, dans nos prisons, il fallait dormir à tour de rôle. C'est-à-dire que vous êtes 4 debout, alignés, et il y a un qui dort de 16h à 18h, on le réveille, un autre dort de 18h à 20h, on le réveille, et ainsi de suite jusqu'au petit matin. C'est des violations des droits de l'homme. Merci. Ces choses, on est en train de les régler. Mais de les régler, non, s'il vous plaît. Si vous avez des parents en prison, vous allez découvrir qu'il y a des mouvements de prisonniers. On vous déplace de Porto Novo et on va vous installer à Abomey. Pourquoi? Parce que le taux de remplissage n'est pas le même. Abomey a une capacité de recevoir par exemple 200 femmes, mais il n'y a que 40 femmes dedans. Porto Novo a une capacité de recevoir 100 femmes, mais il y a 500 femmes dedans. Vous représentez pas le ministère. Alors comment on fait dans ce cas? C'est le militant de l'UP qui parle. Oui, c'est le militant de l'UP qui parle. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher là-bas pour les mettre, pour que les gens soient plus à l'aise. Et le dernier exemple que je donne en matière de respect des droits de l'homme dans notre pays, nous faisons des efforts remarquables. La loi sur la suspension des peines. La loi sur la suspension des peines. Vous savez, le Bénin fait partie d'une région. Et la région ouest-africaine et UEMOA a durci les règles de condamnation sur le blanchiment des capitaux. Quand vous avez détourné 1 million, l'UEMOA a dit de vous condamner à 10 ans. Quand vous avez détourné 1 million dans les caisses de l'État, l'UEMOA nous demande de vous condamner à 10 ans. Face à cela, bon, d'accord, je finis là-dessus. Face à cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des parents et des amis que nous avons condamnés en respectant cette disposition de l'UEMOA. Mais je vous parle de la surpopulation des prisons. Dites-moi, celui qui a volé 1 million, raisonnablement, il doit faire 10 ans en prison pour ça. Même lorsqu'il a remboursé, comment on fait pour contourner ça? Nous proposons
que celui-là, lorsqu'il a fini de rembourser, par exemple, qu'il demande une suspension de l'exécution de sa peine pour sortir de là, pour nous faire de la place, pour vivre heureux et mieux s'intégrer à la société. On a voté cette loi. Nos amis les démocrates ont dit que c'est mauvais. Je vous remercie. Merci.